Travailler comme officier de police avait toujours été mon rêve. Depuis petite, l'idée de protéger et de servir ma communauté me passionnait. Je me souviens de la fierté et de l'émotion que j'ai ressentie le jour où j'ai été diplômé de l'académie. Ma famille était là, applaudissant et m'encourageant pendant que je recevais mon insigne. Je ne pouvais pas attendre de commencer et de faire une différence dans le monde. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que mon premier gros cas me marquerait si profondément. C'était une après-midi nuageuse d'automne lorsque nous avons reçu l'appel. L'air était froid et une légère bruine tombait sur la ville, créant une atmosphère lugubre. Le rapport indiquait une dispute domestique dans un quartier résidentiel de l'autre côté de la ville. En écoutant l'adresse, j'ai su que CE serait un cas compliqué. Cette zone était connue pour avoir plusieurs incidents de violence domestique, mais rien ne m'avait préparé à ceux que j'étais sur le point de découvrir. En arrivant sur les lieux, une petite maison délabrée par le temps, quelque chose dans l'atmosphère m'a mise en alerte. La porte principale était entr'ouverte et il n'y avait aucun signe de vie à l'extérieur. J'ai ressenti un nœud dans l'estomac en m'approchant avec précaution, ma main sur l'arme à ma ceinture au cas où. Le silence était assourdissant, seulement rompu par le son de mes pas sur le sol trempé de l'entrée. En entrant, la première chose que j'ai remarquée était le désordre. Les meubles étaient renversés et il y avait des signes évidents d'une violente bagarre. Mais c'est la traînée de sang sur le sol qui m'a arrêté net. J'ai suivi les traces de sang qui menaient au couloir et finalement à une pièce au fond de la maison. La porte était fermée, mais j'ai entendu des sanglots étouffés à l'intérieur. J'ai ouvert la porte lentement et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Au centre de la pièce, un homme gisait immobile sur le sol, son corps couvert de sang. Près de lui, une femme était recroquevillée dans un coin, tremblante et tenant un couteau ensanglanté avec des mains tremblantes. Elle était couverte de bleu et de coupures, et ses yeux montraient une peur profonde et désespérée. J'ai compris immédiatement ce qui s'était passé. Elle l'avait tuée. Je me suis approché prudemment, essayant de la calmer. « Tranquille, tout ira bien », lui ai-je dit doucement, essayant de ne pas la terroriser plus qu'elle ne l'était déjà. Lentement, j'ai réussi à lui faire lâcher le couteau et à s'asseoir sur le canapé du salon, où elle s'est effondrée en état de choc. Pendant que nous attendions l'arrivée de l'ambulance et de l'équipe médico-légale, j'ai commencé à inspecter la maison. Ce que j'ai découvert était encore plus perturbant. Il y avait des chaînes et des cordes dans plusieurs pièces, clairement utilisées pour maintenir la femme prisonnière. Il y avait des restes de nourriture avariés et des déchets éparpillés partout. Il était évident qu'elle avait vécu dans des conditions inhumaines, probablement soumise à un abus constant. La femme, dont le nom était Géraldine, a été emmenée à l'hôpital pour être soignée de ses blessures pendant que l'enquête commençait. Dans les jours suivants, les détails ont commencé à émerger. Géraldine avait été piégée dans cette maison pendant plus de 3 ans, soumise à une violence extrême de la part de l'homme qui gisait maintenant mort dans son salon. Les cicatrices sur son corps et l'état de la maison étaient des témoins silencieux de l'horreur qu'elle avait vécue. L'histoire de Géraldine m'a profondément touché. Chaque nuit, pendant que j'écrivais mes rapports et que j'examinais les preuves, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. À comment elle avait survécu tout ce temps et à ce qu'elle avait dû ressentir quand elle a finalement décidé de se défendre. Je savais que malgré tout, la loi devait suivre son cours et qu'elle devrait faire face aux conséquences de ses actes. Mais je savais aussi que sa situation était extraordinaire et qu'elle avait besoin de notre aide. Pendant le procès, j'ai fait tout mon possible pour soutenir Géraldine. J'ai témoigné sur les conditions dans lesquelles nous l'avions trouvée et sur les preuves de son abus prolongé. J'ai parlé avec le procureur et le juge, essayant de leur faire comprendre le contexte dans lequel les événements s'étaient déroulés. Grâce à ses efforts et au travail acharné de son avocat de la défense, la peine de Géraldine a été considérablement réduite. Au lieu de passer des décennies en prison, elle a été condamnée à 5 ans. Au début, Géraldine était terrifiée de retourner en prison, mais je lui ai assuré qu'elle ne serait pas seule. Je suis resté en contact avec elle, la visitant régulièrement et m'assurant qu'elle recevait le soutien psychologique dont elle avait besoin. Chaque fois que je la voyais, je m'étonnais de sa résilience. Malgré tout ce qu'elle avait vécu, elle continuait de lutter pour reprendre sa vie en main. 1 an plus tard, Géraldine a été libérée pour bonne conduite. Je l'ai vue sortir de la prison et retrouver sa famille, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Ce fut un moment émouvant qui m'a rappelé pourquoi j'avais choisi cette carrière. Bien que je ne puisse pas justifier ses actions, je comprenais le désespoir qui l'avait mené à ce point. L'homme qui l'avait tourmenté était un véritable monstre,
et j'ai préféré ne plus parler de lui, ni utiliser plus d'adjectifs pour le décrire. Réfléchir à ce cas me remplit toujours d'un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour ce que Géraldine a dû endurer et pour le traumatisme qu'elle portera, mais soulagement parce qu'au final, elle a pu échapper à son enfer personnel. Cela m'a appris que parfois, la justice n'est ni blanche ni noire, mais une nuance de gris dans laquelle nous devons naviguer avec soin et compassion. Ce cas, plus que tout autre, a renforcé mon engagement envers mon travail. Il m'a rappelé l'importance d'écouter et de comprendre les victimes, d'aller au-delà du superficiel et de chercher la vérité derrière chaque situation. À mesure que je poursuis ma carrière, j'emporte avec moi les leçons apprises de Géraldine et de son histoire, utilisant cette expérience pour être un meilleur officier et une meilleure personne. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois la maison en ruine où nous avons trouvé Géraldine, le visage de l'homme mort et son regard terrifié. C'est un souvenir terrifiant qui ne s'effacera jamais complètement, mais c'est aussi un rappel de la fragilité et de la force de l'esprit humain. Je continue, sachant que, bien que je ne puisse pas sauver tout le monde, chaque petit acte de justice et de compassion peut faire une différence. Travailler comme officier de police m'a conduit à affronter des situations que beaucoup ne pourraient imaginer. Cependant, les CAs impliquant des enfants ont toujours eu un effet particulier sur moi, éveillant un côté paternel qui me pousse à aller au-delà de mon devoir. L'un de ces cas a marqué ma carrière de manière profonde et inoubliable. C'était une après-midi chaude d'été lorsque nous avons reçu l'appel. L'air était chargé de tension et la sueur perlait sur mon front, tandis que j'écoutais le rapport. Un enfant avait disparu, et cela faisait déjà plus de 4 semaines sans aucune trace. L'angoisse dans la voix de la mère au téléphone était palpable, un mélange de désespoir et d'espoir qui m'a secoué jusqu'aux os. Dès le premier instant, j'ai su que ce cas serait différent de tous les précédents. Les premiers rapports étaient confus et fragmentaires. Certains voisins mentionnaient avoir vu un groupe d'hommes au passé, troubles rôder dans le quartier quelques jours avant la disparition. D'autres parlèrent d'une voiture suspecte qui avait été garée près de la maison de l'enfant. Chaque piste, bien que minime, était un rayon d'espoir dans la sombre réalité à laquelle nous faisions face. Je savais que le temps était crucial. Chaque heure qui passait diminuait les chances de retrouver Noah vivant. La recherche fut intense et épuisante, tant physiquement qu'émotionnellement. Jour et nuit, mon équipe et moi avons suivi des pistes, interrogé des témoins et recherché tout signe pouvant nous mener au petit Noah. La ville s'était transformée en un échiquier où chaque mouvement pouvait signifier la vie ou la mort de l'enfant. Chaque coin, chaque bâtiment abandonné, chaque parc se transformait en un potentiel théâtre de l'horreur. Les visages des parents, épuisés et remplis d'angoisse, étaient un constant rappel de eux qui étaient en jeu. Je me souviens clairement du moment où nous avons reçu un indice clé. Un informateur, dont l'identité est restée anonyme, nous a fourni l'emplacement d'une maison abandonnée en périphérie de la ville. En nous approchant, mon cœur battait la chamade, un mélange d'adrénaline et de terreur. Que trouverions-nous là-bas? Arriverions-nous à temps? Les questions se bousculèrent dans mon esprit, créant un maelstrom d'incertitude et de détermination. En pénétrant dans la maison, l'atmosphère était sombre et décadente. Les murs étaient couverts de moisissures et le sol craquait sous nos pieds, comme si la maison elle-même chuchotait des histoires de souffrance. L'odeur de moisi et de décomposition envahissait l'endroit, rendant chaque respiration difficile. Chaque recoin sombre semblait cacher des secrets macabres et la tension dans l'air était palpable. C'est dans une pièce du sous-sol que nous avons trouvé Noah. Le petit était attaché à une chaise, son visage pâle et rempli de terreur. Ses yeux, grands et effrayés, reflétaient l'horreur des semaines passées en captivité. Les hommes qui le retenaient étaient de véritables monstres, prêts à commettre des atrocités inimaginables. Leurs regards froids et dénués d'humanité m'ont glacé le sang. La tension atteignit son paroxysme lorsque l'un des ravisseurs, armé et désespéré, menaça de faire du mal à l'enfant. Ce fut une confrontation qui dura à peine quelques secondes mais qui parut éternelle. Avec une précision et une rapidité que seul la désespoir peut donner, je réussis à le désarmer et à sécuriser Noah. Je l'ai serré fort dans mes bras, sentant son petit corps trembler contre le mien. Je savais que le pire était passé, mais les cicatrices émotionnelles resteraient. Pendant que nous attendions l'arrivée de l'équipe de soutien, j'ai tenté de réconforter Noah. Je lui ai dit que tout était fini, qu'il était en sécurité maintenant. Ce sanglot était déchirant,
un témoignage muet du traumatisme qu'il avait subi. J'ai ressenti une furie impuissante brûler en moi, dirigée vers ceux qui avaient causé tant de douleur à un être si innocent. L'enquête qui suivit révéla une vérité encore plus sombre. L'oncle de Noah, une personne en qui la famille avait une confiance aveugle, l'avait livré à ces hommes. Les motivations derrière sa trahison étaient confuses et perturbantes. Certains disaient qu'il l'avait fait pour de l'argent, d'autres murmuraient qu'il y avait des raisons encore plus sinistres et tordues. Ce qui était clair, c'est que cet homme était arrêté et qu'il recevrait la punition qu'il méritait. Réfléchir à ce cas me remplit toujours d'un mélange de fureur et de tristesse. Fureur pour la trahison et le mal causé à un enfant innocent, et tristesse pour la perte d'innocence que Noah a dû subir. Bien que nous ayons réussi à le sauver, les marques de ce terrible épisode ne disparaîtront jamais complètement. Chaque fois que je regarde mes propres enfants, je ne peux m'empêcher de penser à Noah et à tous les enfants qui attendent encore d'être sauvés. Ce cas, plus que tout autre, m'a rappelé la fragilité de l'innocence et la cruauté de ceux qui devraient la protéger. Et bien que l'oncle de Noah soit là où il mérite d'être, la question de ses véritables motivations reste un mystère qui me poursuit jusqu'à ce jour. Les semaines qui suivirent furent un mélange de soulagement et de douleur. Soulagement parce que Noah était en sécurité, mais douleur à cause des séquelles émotionnelles auxquelles lui et sa famille feraient face. Les psychologues pour enfants ont travaillé sans relâche pour aider Noah à surmonter son traumatisme. Mais je savais que certaines blessures mettraient des années à guérir, si jamais elles le faisaient. Chaque visite à l'hôpital, chaque séance de thérapie, était un rappel de la cruauté que j'avais vue. La communauté s'est ralliée pour soutenir la famille de Noah, offrant réconfort et assistance sous toutes les formes possibles. Cependant, l'ombre de l'horreur persistait, une présence constante qui planait sur nous tous. Les conversations à voix basse, les visages sombres, le sentiment de perte collective, tout cela faisait partie de la cicatrice que cet incident avait laissée dans notre petit coin du monde. Dans ma carrière d'officier de police, j'ai affronté de nombreuses situations difficiles, mais rien ne m'a autant affecté que ce cas. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois le visage de Noah, effrayé et vulnérable, et je me promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les innocents des horreurs du monde. La justice a peut-être été rendue, mais le coût était élevé, et les leçons apprises étaient douloureuses. L'expérience m'a laissé avec un sens renouvelé du but et une détermination inébranlable à combattre le mal où qu'il se trouve. Je continue, sachant que mon travail est crucial et que chaque enfant sauvé est une victoire dans la bataille sans fin contre les ténèbres. Et bien que la cicatrice de ce cas reste, il en va de même pour la certitude que, parfois, la bonté et le courage peuvent prévaloir même dans les moments les plus sombres. J'ai été officier de probation dans l'État de l'Utah pendant 9 ans, 4 mois et 18 jours. Ce n'était en rien comparable à travailler comme officier correctionnel, mais après un grave accident de voiture au printemps 97, c'était l'une des rares options ouvertes pour moi qui n'incluait pas la retraite médicale. Beaucoup de gens m'ont dit de prendre ma retraite médicale, d'acheter un bateau et de commencer ce service de charters qui avait été un rêve pendant tant d'années. Mais, honnêtement, cela me semblait trop abandonné. En plus de cela, il y avait le fait que si je travaillais encore 9 ans, j'aurais droit à une pension complète et à tous mes traitements couverts par l'État. C'est ce dernier point qui a été le facteur décisif. Ainsi, au lieu de marcher vers le coucher du soleil avec un gros chèque et une jambe blessée, j'ai rejoint le département des corrections de l'Utah en tant qu'officier de probation. J'ai travaillé avec des centaines, voire des milliers de CA avant ma retraite éventuelle et, malheureusement, je pense que je n'ai eu qu'une poignée d'histoires qui pourraient vous intéresser. Être officier de probation n'était pas exactement plein d'action, et c'est toujours risible quand les films nous présentent comme ces chasseurs de primes dures, alors qu'en réalité, nous sommes pour la plupart des chevaux lents avec une collection rachitique d'appendices dysfonctionnels, avec quelques exceptions bien sûr. Je pense que je n'ai eu que 3 ou 4 incidents majeurs dans toute ma carrière de PO, mais les incidents que j'ai vécus étaient tout aussi intenses, sinon plus, que tout ce que j'ai expérimenté comme officier correctionnel, y compris la fois où j'ai failli perdre la vie aux mains d'un homme qui, dans une autre vie, aurait pu être un cousin ou un neveu à moi, peut-être même un fils. J'ai rencontré Sean pour la première fois dans le parc de maisons mobiles qu'il appelait son foyer temporaire après sa libération de la prison fédérale.
Le parc de maisons mobiles faisait partie du schéma de maisons de transition que nous gérions en raison de restrictions budgétaires. Et toute cette liberté supplémentaire signifiait que seuls les plus prometteurs des libérés conditionnels pouvaient y rester. Et de tous, ces libérés conditionnels prometteurs qui ont fini par appeler le parc leur foyer pendant un certain temps, je jurerais que Sean était le plus prometteur de tous. Il était un ancien mécanicien de volume de la marine, avec 2 tours en Afghanistan avant que les choses ne deviennent vraiment compliquées. Mais même ainsi, la base où il opérait avait été bombardée par des roquettes et des mortiers insurgés. Je me souviens qu'il disait être revenu aux États-Unis avec un grave kéas de CE qu'il appelait les tremblements. Je suppose que CE que Sean souffrait se catégoriserait officiellement comme un trouble de stress post-traumatique, mais pour une raison quelconque, il ne l'appelait jamais ainsi. Il disait juste qu'il avait des tremblements parfois quand il pensait trop aux choses. Il a essayé toutes sortes de médicaments, toutes sortes de thérapies, mais rien ne fonctionnait. Puis, un jour, dans un acte de pur désespoir autodestructeur, Sean a fumé un joint de méthamphétamine à une fête le week-end du Memorial Day et a découvert que cela arrêtait en fait ses tremblements. Je ne sais pas comment quelque chose comme la méthamphétamine a eu cet effet sur lui. En fait, j'aurais supposé que cela empirerait ses tremblements, mais étonnamment, cela a eu l'effet inverse. Je suppose qu'il disait que cela le focalisait comme un laser et réduisait les tremblements presque à rien. Ayant découvert ce qu'il pensait être le remède miracle à ces tremblements, Sean a commencé à utiliser un peu de méthamphétamine ici et là, seulement quand les choses devenaient trop difficiles, disait-il. Puis il a découvert que cela le faisait se sentir mieux, brillant et neuf, comme il le disait, et beaucoup plus capable de gérer toute la merde d'être fraîchement licencié du corps des marines sans rien d'autre à montrer qu'un chèque d'indemnisation glorifié. Il a commencé à en prendre de plus en plus, un peu avant le travail et un peu après le travail. Puis il en prenait pendant son temps libre et ensuite seulement quand il en avait envie. Mais cela a évidemment laissé Sean avec un problème. Un jour, il a découvert qu'il voulait fumer plus de méthamphétamine qu'il n'avait d'argent, mais ne voulait vraiment pas être ce toxicomane dépravé qui dépensait ses derniers dollars en drogue. Alors, à la place, il est allé voir un cuisinier de méthamphétamine, lui a demandé ceux dont il avait besoin pour cuisiner un lot, et ensuite est allé voler ou acheter tous ceux qui figuraient sur sa petite liste de courses. Il a aidé le cuisinier avec le lot, a pris beaucoup de notes mentales et a ensuite commencé à cuisiner le sien juste pour usage personnel, en gardant les lots aussi petits que possible. Mais, tout comme lorsqu'il a commencé à fumer, la quantité qu'il cuisinait est devenue de plus en plus grande jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la cacher. La police a fait une descente dans sa cuisine, a arrêté Sean et il a passé les 12 années suivantes dans une prison fédérale. Il aurait passé beaucoup plus de temps s'il n'avait pas eu son historique militaire et son comportement exemplaire comme prisonnier. Si ce n'était pas pour cela, il n'aurait pas été libéré en conditionnel après 9 ans des 18 que le juge lui avait donnés. Mais je suppose aussi que, devant le juge, il a montré beaucoup d'enthousiasme à remettre sa vie en ordre, car c'est sûr ce qu'il m'a montré la première fois que je l'ai rencontré dans le parc de maisons mobiles. Je pensais que CE serait le CA le plus facile sur lequel j'avais travaillé. Il était impatient de récupérer sa vie et chaque fois que je passais chez lui ou que nous nous rencontrions pour un petit déjeuner bacon et œufs dans un restaurant voisin, son enthousiasme semblait avoir encore grandi. Quelques mois ont passé, Sean était bien en voie d'obtenir toutes les recommandations de libération anticipée dont il avait besoin, y compris la mienne, et je suis passé chez lui pour une réunion préalablement convenue pour découvrir qu'il n'était pas là. J'ai supposé que quelque chose devait être arrivé pour qu'il manque un rendez-vous comme celui-là, et contrairement à d'autres CA sur lesquels j'ai travaillé, je n'ai pas supposé qu'il essayait de m'éviter ou de me jouer un tour. Après avoir construit un peu de confiance, j'ai essayé de l'appeler sur son portable et la première fois que l'appel est passé, mais lorsque soudainement et brusquement il est allé sur la messagerie vocale, j'ai commencé à avoir cette sensation de naufrage. Dans le meilleur des CA, il était en retard en conduisant de retour au parc de maisons mobiles et ne voulait pas risquer d'être arrêté pour avoir parlé au téléphone portable. Mais ensuite, la prochaine fois que j'ai essayé de l'appeler, c'est allé directement à la messagerie vocale, sans tonalité, comme s'il avait rapidement éteint son portable entre les appels. Encore cette sensation de naufrage. J'aimais bien Sean. J'avais de grands espoirs pour lui, donc l'idée qu'il gâche tout son progrès et ruine ses chances d'obtenir ses lettres de recommandation m'a fait me sentir comme un père effrayé. Je ne suis pas parti immédiatement. J'ai marché de long en large sur le sol devant sa maison mobile, attendant de rencontrer un des voisins de Sean.
Il avait mentionné qu'il lui prêtait une de leurs camionnettes pour aller et venir du travail, alors j'ai erré dans le parc de maisons mobiles, espérant pouvoir parler à quelqu'un qui le connaissait. J'ai frappé à la porte de quelques maisons mobiles, n'ai pas obtenu de réponse, et finalement, à la dernière que j'ai visitée, quelqu'un était à la maison. Je lui ai demandé s'il connaissait Sean, et il a dit oui. Ensuite, quand j'ai demandé où il était, il a commencé à me dire des choses comme « de quoi je me mêle ». Je lui ai expliqué que j'étais son officier de probation et qu'il n'avait pas de problème, que je voulais juste savoir où il était parce que j'étais inquiet pour lui. Ce n'était pas dans ses habitudes de manquer un rendez-vous en face à face. Je n'inventais pas une histoire pour qu'il me parle et je lui serais très reconnaissant s'il pouvait me faire la faveur de me dire ce qu'il savait. Je me souviens que le gars m'a regardé comme s'il ne savait vraiment pas, n'est-ce pas? Et puis il m'a dit que la mère de Sean était morte. Il l'avait très mal pris. Le propriétaire d'une des autres maisons mobiles avait été là à boire de la bière avec lui pendant un certain temps. Mais Sean marchait de long en large en passant des appels téléphoniques et la prochaine chose qu'il savait, c'est qu'une camionnette s'était arrêtée, Sean avait sauté à l'arrière et était parti. Il ne l'a pas vu depuis. Je lui ai demandé depuis combien de temps c'était et mon cœur s'est effondré quand le type a dit mardi, donc 4 jours maintenant plus ou moins. En 4 jours, Sean aurait pu être à mi-chemin à travers le pays et, s'il avait reçu une nouvelle aussi terrible, il n'y avait aucun moyen de savoir à quoi il se tournerait pour y faire face. Je ne pouvais pas lui en vouloir, mais en revenant à ma camionnette, je priais Dieu, « S'il te plaît, reste avec l'alcool, Sean, reste avec l'alcool si tu dois le faire. » La dernière chose que je voulais faire était de le signaler à mes supérieurs à ce moment-là. S'il avait été un type méprisable qui avait été pris avec quelques photos d'enfants sur son ordinateur, je serais venu sur lui comme un taureau en colère, mais comme je l'ai déjà dit, Sean était loin d'être un méprisable pervers. Si je m'étais montré dur avec lui pour un rendez-vous manqué, surtout lorsque c'était dû à une mort dans la famille, je ne suis pas sûr que j'aurais pu me regarder dans le miroir pendant un certain temps. Et le problème était que le laisser seul trop longtemps, sans mentionner en deuil, pourrait ne pas passer un test d'urine. Et si cela arrivait, il retournerait certainement en prison pour purger le reste de sa peine là-bas, au lieu de le faire en probation. Évidemment, Sean n'était pas mon seul libéré conditionnel pendant cette période, donc je ne pouvais pas consacrer tout mon temps à le chercher, mais pendant les jours suivants, j'ai continué à appeler son portable, à passer par sa maison mobile et, plus important encore, à donner mon numéro de portable au voisin avec qui j'avais parlé et à lui demander de rester vigilant pour moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel sur mon portable et c'était le voisin disant qu'il venait de voir Sean et quelques autres entrer dans sa maison mobile. Je l'ai remercié pour l'information, mais avant de raccrocher, il m'a averti qu'il ne semblait pas être du genre à se lever tôt pour le service dominical et que peut-être je devrais être prudent si je cherchais à arrêter quelqu'un. Je ne cherchais certainement pas à faire des arrestations, je n'en avais même pas le pouvoir. Mais je voulais m'assurer qu'il allait bien, et si ses amis à lui voulaient se mettre en travers de cela, alors cela pourrait être un très gros problème pour moi. J'ai conduit au parc de maisons mobiles aussi vite que possible, espérant trouver Sean avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il regretterait. Quand je suis arrivé, tous les rideaux de sa maison mobile étaient fermés et la musique était si forte que je pouvais l'entendre alors que je tournais dans le parc et qu'elle retentissait d'un système de son à l'intérieur. Pour être sûr, j'ai mis le gilet pare-balles que j'avais dans mon coffre et puis je me suis dirigé vers la porte principale de la maison mobile. J'ai dû frapper fort pour être entendu par-dessus le vacarme et quand quelqu'un a ouvert la porte, ce n'était pas seulement pas Sean, mais il ne semblait pas très content de me voir debout devant eux. Quand la porte s'est ouverte, il y avait un gars qui ressemblait à ceux que son père était Bigfoot et sa mère un squelette. Et pour lui, avec toutes les drogues dans son système, je suppose que je devais ressembler au diable en personne. Il a claqué la porte et même par-dessus la musique forte, je l'ai entendu crier « C'est la police !» Au début, j'ai trouvé la réaction du gars un peu drôle, bien sûr. Je portais un gilet et j'avais une arme à la hanche, mais je n'étais pas un policier. Donc je suppose que j'étais à mi-chemin de sourire tout en regardant par une fenêtre et en essayant de voir à travers une fente dans le rideau. Faire en sorte que ces types jettent toute leur drogue dans les toilettes chimiques aurait été le mieux pour eux. Mais le fait est que je n'étais pas là dans cette capacité. J'étais juste là pour parler avec Sean. Tout le reste était secondaire. Et s'ils savaient combien j'étais prêt à être compréhensif, je ne suis pas sûr qu'ils auraient réagi de manière aussi frénétique du tout. J'ai commencé à crier que je n'étais pas un policier, qu'il devait se calmer. J'étais juste là pour parler à Sean pendant 1 minute, mais cela ne semblait servir à rien. Je pouvais entendre des gens à l'intérieur courir, jurer, dire des choses sur la police à l'extérieur.
J'ai répété la même chose à nouveau, et c'est alors que la première balle a traversé le revêtement de la maison mobile. Tout s'est passé si vite qu'au début, je n'étais pas très sûr de ce qui s'était passé, ou peut-être que je l'étais et que je ne voulais simplement pas penser que cela se produisait. Je me suis reculé en entendant le bruit, mais le tir était beaucoup plus bas que le niveau des yeux, donc je n'ai pas vu le trou de balle ni réalisé ce qui se passait jusqu'à ce que les tirs suivants traversent. Je me souviens de m'être jeté en arrière depuis la petite plateforme en bois qui menait à la porte et de ressentir presque avec certitude que je m'étais cassé quelque chose en tombant sur le dos et les épaules. Je pense aussi que j'ai eu le souffle coupé pendant une seconde, car il y a eu un moment où j'étais effrayé d'avoir été touché, mais après n'avoir vu aucune blessure d'entrée sur le gilet et n'avoir vu aucun sang sur ma chemise en dessous, j'ai sorti mon arme et fait la seule chose que je pouvais faire. Vider tout le chargeur sur la façade de la maison mobile. Il n'y avait pas de temps pour considérer les implications, je devais juste les effrayer suffisamment pour qu'ils gardent leur tête baissée suffisamment longtemps pour que je puisse revenir à ma camionnette. J'y suis arrivé juste à temps pour que quelqu'un casse le pare-brise avec un tir bien placé. Quelqu'un dans la maison mobile avait une vue dégagée sur le siège du conducteur, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucun moyen d'y entrer ou d'en sortir sans se faire tirer dessus. J'ai dû ramper en dessous et sortir de l'autre côté en me mettant à couvert derrière l'une des roues de ma camionnette. Ensuite, j'ai rechargé, appelé le 911 sur mon portable et je suis resté là à pointer vers la maison mobile, espérant que personne ne sortirait par la porte en me poursuivant. Heureusement, quelqu'un d'autre avait entendu les coups de feu, donc les officiers en uniforme sont arrivés au moins 1 minute ou 2 plus vite qu'ils ne l'auraient fait juste pour mon appel. Mais pour quand ils sont arrivés, ils ont remarqué la même chose que j'avais remarqué au même moment où j'ai fait mon propre appel au 911, que la maison mobile de Sean était en feu. Les officiers et moi qui sommes arrivés avons supposé que tout le monde à l'intérieur serait sorti en courant avant que les flammes ne deviennent trop mauvaises. Mais du point de vue de ceux à l'intérieur, ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils faisaient face. Dans leurs esprits, s'ils sortaient en courant, ils auraient été criblés de balles. Mais rester à l'intérieur et essayer d'éteindre les flammes, ils avaient une chance de lutter. Donc, pendant que les officiers et moi commencions à nous déplacer vers la maison mobile, quelqu'un à l'intérieur a tiré un des rideaux en arrière, mais la silhouette qu'ils ont formée, y compris l'arme dans leurs mains, les faisait ressembler à l'une de ces cibles d'entraînement. Et pour les officiers qui sont arrivés comme mon renfort, ils étaient tout aussi faciles à tirer. Ce qui a suivi a été une autre fusillade prolongée, et plus il y avait de tirs vers la maison mobile, moins les personnes à l'intérieur pouvaient éteindre les flammes. Le feu a grandi, et les tirs ont diminué. À la fin, le service d'incendie est arrivé trop tard pour sauver ceux à l'intérieur de mourir brûlés. Honnêtement, je ne sais pas si l'un d'entre eux était encore vivant quand ils sont arrivés, mais quand les flammes se sont éteintes, tout le monde à l'intérieur était brûlé au point d'être méconnaissable ou était mort d'inhalation de fumée ou d'une combinaison macabre des deux. Il a fallu énormément de temps aux médecins légistes du comté pour identifier qui était qui, ainsi que la cause exacte de la mort de chaque personne. Une seule personne est morte par balle, et cette personne était Sean. Le médecin légiste l'a identifié grâce à ses dossiers dentaires du corps des marines, mais a déterminé qu'il était mort avant que les flammes ne l'atteignent. Il n'y avait aucun moyen de savoir de qui étaient les balles qui l'avaient tué, que ce soit les miennes ou celles des policiers qui sont arrivés après, mais au fond de moi, je pense que je le sais. Je pense avoir tué la seule personne qui n'avait vraiment pas besoin de mon aide. Je pense que Sean aurait traversé le deuil de la mort de sa mère, il aurait pu s'égarer, mais je pense que le fantôme de sa mère l'aurait ramené sur le droit chemin. Je pense que j'aurais dû signaler ce premier rendez-vous manqué au moment où il s'est produit, et de cette manière, il l'aurait récupéré bien avant que j'aie la chance de vider mon arme dans sa maison mobile. Il aurait pu retourner en prison, peut-être pour très longtemps aussi, mais au moins, il serait encore en vie. Il y avait une phrase que j'avais entendue il y a longtemps qui n'avait jamais eu beaucoup de sens jusqu'à ce jour-là. Le chemin de l'enfer, disent-ils, est pavé de bonnes intentions. L'homme le plus intéressant que j'ai rencontré dans ma vie travaillait autrefois comme entrepreneur en tunnel. Je l'ai rencontré pour la première fois lorsque j'ai été désigné comme son agent de probation après sa libération, après avoir purgé 23 ans d'une peine de 45 ans de prison, et j'ai rapidement reconnu qu'il faisait partie des bons. Pour moi, il y a 2 types de personnes en probation. Celles qui vont me poser des problèmes et celles qui ne le feront pas.
Elles viennent sous toutes les formes, tailles et caractères. Mais on peut toujours les classer dans l'une de ces deux catégories et on peut toujours dire à laquelle elles appartiendront dès le premier regard. Je pensais que Mike serait du type à problème, non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de la personne à qui il l'avait fait. À la fin des années 80, Mike travaillait comme ingénieur en tunnel pour une grande entreprise de construction dans le sud-ouest. Il a travaillé sur des attractions touristiques, des sites miniers et de gestion des déchets, et même sur une installation de recherche et développement pour une société pharmaceutique, et il gagnait également beaucoup d'argent grâce à cela. Mais un jour, le patron de Mike lui dit que tous les travaux sont en train de s'épuiser et que ses services ne seraient plus requis. Cela laisse Mike dans une situation difficile, car non seulement il a une hypothèque, des paiements de cartes de crédit et de voitures à maintenir, mais une chute de presque 7 mois dans le secteur de la construction régionale signifiait qu'il ne pouvait même pas recevoir un retour d'appel de la part d'une autre entreprise, encore moins une réunion avec un directeur financier ou un contrat de travail viable. Mike commence à penser qu'il pourrait vraiment être ruiné, mais juste au moment où les perspectives de défaut de paiement et de saisie immobilière commencent à devenir imminentes, il reçoit un appel d'un type lui demandant s'il est disponible pour effectuer un travail. Mike a dit que c'était comme un rayon d'espoir, qu'il était prêt à creuser un tunnel jusqu'en Chine si on le payait suffisamment pour tenir les créanciers à distance. Mais plus il parlait avec le représentant de son potentiel nouvel employeur, plus il se rendait compte que ce ne serait pas un travail comme les autres. Mike a proposé d'envoyer son numéro de licence, et informations d'assurance et de cautionnement, quelque chose que 95% des employeurs demanderont avant même de discuter d'un projet avec un entrepreneur potentiel. Mais le type au téléphone ne semblait pas intéressé. Ensuite, d'une manière qui aurait été effrayante s'il n'offrait pas du travail de manière si amicale, le type au téléphone a dit à Mike qu'il connaissait son travail et qu'ils avaient fait leur diligence raisonnable et étaient prêts à lui offrir le poste une fois qu'il aurait signé un accord de confidentialité. En tous les ans que Mike avait passé à creuser et à faire exploser des tunnels, personne ne lui avait jamais demandé de signer quelque chose de similaire à un accord de confidentialité ou de non-divulgation. Alors dès le début, il savait que ce travail en particulier allait être différent. Mais quand il a entendu quel serait le taux de rémunération, il a failli s'étouffer. Le maximum qu'il avait gagné en une seule journée de travail était d'environ $800, ce qui, comme tout entrepreneur vous le dira, est une somme solide, surtout pendant les 5 à 10 premières années d'activité. Mais le travail que lui proposait le type, qui ne semblait pas se soucier de sa légitimité, était payé $2000 en liquide à la fin de chaque journée. Mike a dit que c'était comme une caresse sur la joue d'un côté et une gifle de l'autre. $2000 par jour, c'était une bonne somme, mais en liquide chaque jour, c'était trop beau pour être vrai. Mais en même temps, Mike n'était pas en position de refuser ce genre d'argent, alors au lieu de dire non catégoriquement, il a pensé à aller de l'avant, voir de quoi il s'agissait et prendre une décision finale plus tard. Quelques jours plus tard, le type l'appelle et lui dit de se rendre sur le parking d'un restaurant près de Columbus, au Nouveau-Mexique, mais d'y arriver à 10 heures du soir. Mike arrive comme prévu, pensant que le travail se ferait au restaurant. Mais à la place, il trouve un groupe de types debout dans le froid. Et quand il sort de sa voiture et s'identifie, quelqu'un avec une allure d'autorité lui dit d'attendre avec les autres. Quelque temps plus tard, un long bus de type Greyhound arrive et Mike suppose correctement qu'ils voyageront jusqu'au site de travail. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était que tout le monde reçoive un bandeau pour les yeux. Évidemment, cela met tout le monde assez nerveux, mais il leur rappelle le salaire et qu'ils peuvent partir à tout moment. La seule condition est qu'ils portent les bandeaux pour les yeux lorsqu'ils voyagent vers et depuis le site de travail. Mike a dit que quelques types sont réellement retournés à leur voiture et sont partis, ce qui, en toute justice, est exactement ce qu'il aurait dû faire aussi. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, il avait son plan bien en tête, alors il est monté dans le bus, a mis le bandeau pour les yeux et a attendu qu'on lui dise de l'enlever. Mike a dit que le bus devait rouler sur une autoroute pendant un moment car le trajet était assez fluide. Mais tout a changé lorsqu'ils ont tourné sur CE qui était évidemment un type de chemin secondaire ou de terre. Le trajet a continué un moment puis le bus s'est arrêté. Mais au lieu de leur permettre d'enlever les bandeaux, Mike et compagnie ont été descendus du bus encore les yeux bandés et ensuite conduits jusqu'à un grand bâtiment avant qu'on ne leur permette de retirer les bandeaux. Mike a dit que l'intérieur ressemblait à un entrepôt qui avait été démantelé de ses étagères avant que tous les panneaux de sol n'aient été arrachés. Quelqu'un avait déjà commencé à creuser un trou assez profond, il devait juste attendre que les ingénieurs arrivent avant d'ouvrir réellement le tunnel. Mike a dit qu'à part la nature vraiment secrète de tout cela, c'était une opération très professionnelle.
Ceux qui voulaient le tunnel creusé avaient tous les matériaux et la machinerie adéquate. Il ne leur manquait que l'expérience. Avant de commencer à travailler, quelqu'un a demandé pourquoi tant de secrets et le groupe a été informé que c'était une décision de l'entreprise. Ils opéraient dans un marché férocement compétitif, donc certaines mesures de sécurité devaient être prises pour assurer que leur employeur conserve un avantage. En grande partie, cette réponse semblait satisfaire, mais Mike a dit qu'il y avait encore un petit nombre, y compris lui-même, qui sentait que ce qu'il faisait n'était pas strictement légal. Et il avait raison. Mike a dit qu'il a gagné environ 30 000 $ avant qu'un matin, lorsque le bus retournait au parking du restaurant juste avant l'aube, une bande d'agents fédéraux ont tendu une embuscade au bus, ont traîné tout le monde dehors et les ont arrêtés sur place. Il s'avère que leur tâche consistait à creuser un tunnel sous la frontière avec le Mexique et que leurs employeurs étaient le cartel de drogue de Juarez. En lumière de cela, Mike et les autres avec qui il avait travaillé ont été accusés de tonnes de chefs d'accusation différents, de gros chefs d'accusation aussi, certains desquels les impliquaient comme membres actifs d'une opération internationale de trafic de drogue. Il a écopé de 45 ans, mais ce n'est pas vraiment l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui. Vous voyez, aussi fou que cela puisse paraître, cette histoire n'est pas la plus effrayante que Mike m'ait racontée. Celle-ci s'est produite lors de sa première semaine dans une prison fédérale, lorsqu'il s'est retrouvé étant un très petit poisson tout nouveau, jeté dans des eaux très sombres et tumultueuses. Mike a dit que la première semaine en prison a été la plus terrifiante de toute sa vie. Il avait passé beaucoup de temps en prison qui comptait comme du temps purgé, mais être transféré dans une prison fédérale, c'est là qu'il a finalement perdu espoir de pouvoir faire appel de certaines des accusations. Le procureur l'avait dépeint comme un dur du cartel qui avait mis en danger la sécurité nationale en échange de gains personnels. Tout l'argent qu'il avait gagné avait été saisi et il avait liquidé tous ses actifs pour engager le meilleur avocat de la défense qu'il pouvait se permettre, mais cela n'a servi à rien et quand la porte de sa cellule s'est refermée la première nuit en prison, il lui a fallu tout son pouvoir pour ne pas éclater en sanglots. Il faut se rappeler qu'il avait seulement 24 ans au moment de son arrestation, 25 quand il est arrivé dans la prison fédérale. J'ai presque 60 ans en écrivant ceci, et en regardant en arrière, à 25 ans, on est encore à moitié enfant. Mike devait être si jeune pour s'être impliqué dans un plan aussi insensé dès le départ, mais même quelqu'un ayant une forte inclination pour la loi et l'ordre ne peut pas dire que la punition de Mike correspondait complètement au crime. Mike avait peur, mais il n'était pas idiot. Il savait ce qu'il devait faire pour survivre, et c'était se mettre dans les bonnes grâces d'un groupe préétabli pour gagner en sécurité en nombre. Il l'a fait aussi vite qu'il a pu, et on lui a dit que son moment était parfait, parce que quiconque prenait une douche seul devenait une cible pour Betty Noir. Betty n'était pas le prénom du type, son nom de famille était Bethany, ou quelque chose comme ça, et il ne s'appelait pas Noir parce qu'il était afro-américain. Il a obtenu cette partie de son surnom parce qu'il effrayait les gens. Il mesurait presque 2,10 m, j'ai entendu, mais avec un poids maigre de juste un peu plus de 90 kilos. Il était mauvais, il savait se battre, mais le pire, c'est que de temps en temps, Betty Noir avait envie de ses compagnons détenus. Si vous étiez avec un groupe de gars, vous pouviez vous doucher ensemble, et bien que Betty Noir vous suive parfois et reste juste là à regarder, il ne touchait personne. Mais si vous n'étiez avec personne et que vous faisiez partie de ceux qui se douchaient seuls, Betty Noir vous suivait et vous prenait, comme il le disait. Mike a dit qu'il ne s'était pas douché pendant des jours, pas jusqu'à ce que lui et ses nouveaux amis décident d'aller aux douches ensemble. Quand le moment est arrivé, Mike a dit qu'il attendait cela avec impatience, car il avait une terrible odeur de transpiration et des aisselles qui sentaient la mort chaude. Mais quand il est temps d'aller au bloc de douche, ils lui ont dit qu'il allait seul. Au début, il pensait que c'était une sorte de blague, mais ce n'était pas le cas. Ceux nouveaux amis, qui soudainement n'agissaient plus vraiment comme ses amis, étaient complètement sérieux. Il devait y aller en premier, et seul, et s'il avait quelque chose d'autre en tête, il ne survivrait pas à la nuit. Mike a dit qu'il était stupéfait, qu'il se sentait comme dans un cauchemar dont il allait se réveiller à tout moment. Seulement il ne s'est pas réveillé parce que ce n'était pas un cauchemar, c'était vraiment en train de se passer, et il était foutu. Il a dit qu'il avait besoin de se doucher, pas qu'il voulait, qu'il avait besoin. Alors il a attendu jusqu'à ce qu'un couple d'autres nouveaux poissons se dirige, semblant effrayé et seul, et il espérait se fondre dans la foule. Et quand je dis foule, je veux dire peut-être 2 ou 3 autres détenus conscients de la menace que représentait Betty Noir. Tous ont essayé de se laver aussi vite que possible, mais ce n'était pas assez rapide. Betty les avait vus marcher vers les douches et les a suivis, avec du savon et une serviette à la main.
Dès qu'il apparaît, tout le monde commence à se précipiter, mais Betty Noire ne leur prête pas attention, il fixe son regard sur le vieux Mike. Et quand Mike essaie de s'esquiver comme le reste des nouveaux poissons, Betty Noire lui bloque le passage. Betty le repousse contre le mur du fond du bloc de douche, lui disant toutes ces choses qui font frissonner Mike, l'avertissant que s'il se débat, cela ne ferait qu'empirer les choses. Mike pense qu'il n'y a aucun moyen de se rendre et de céder, mais en même temps, il n'y a aucun moyen de gagner un combat 1 contre 1 avec Betty Noire. Mais encore, la meilleure option était de donner tout ce qu'il avait, et si Betty le tuait dans le processus, eh bien, il y avait des destinées pires que la mort. Le dos de Mike était contre le mur, et il était sur le point de dire à son futur violeur qu'il mourrait avant de se retourner quand il a vu un éclat de mouvement par-dessus l'épaule de Betty. Soudain, quelqu'un a accroché une serviette autour du cou de Betty et l'a tiré en arrière, l'envoyant claquer contre le sol carrelé du bloc de douche. L'impact a ouvert la tête de Betty, et alors que ses yeux roulaient encore dans ses orbites, les types qui avaient ordonné à Mike de se doucher seul sont apparus et ont rempli Betty Noire de tant de trous qu'il ressemblait à une éponge de sang quand ils ont terminé. Avant de partir, les tueurs de Betty ont dit à Mike que, je cite, « Tu n'as rien vu », ce qui est exactement ce qu'il a dit aux gardiens quand ils l'ont traîné dans son bureau plus tard dans la journée. Il était tellement traumatisé par ces « eux » qu'il avait vu que le gardien et ses principaux hommes n'ont eu aucun problème à croire son histoire. Il savait que ce n'était pas Mike qui avait poignardé Betty plus de 100 fois. Il ne savait tout simplement pas qui l'avait fait. Quand Mike est revenu à l'aile, les premières personnes qui voulèrent lui parler étaient ses amis. Ils l'ont inondé de cigarettes, de contrebande et de toutes sortes de choses de la cantine. Mike a dit qu'ils avaient même un verre en plastique plein de vin de prison qu'il attendait pour le boire à l'abri des gardes. En résumé, ils l'ont utilisé comme appât. Betty ne s'en prenait pas à n'importe qui, Mike était son type et c'était soit le risquer, soit mettre tout le monde en danger parce que Betty n'était pas seulement un prédateur habituel, il était aussi opportuniste. Tant que Betty serait là, personne n'était en sécurité. Mais avec Betty mort, Mike est devenu un héros du bloc de cellules. C'était son arrivée qui leur avait donné une chance en or de se débarrasser de Betty, car il savait que Mike était le type de nouveau poisson que Betty viserait. Le fait est que les amis de Mike savaient que s'ils l'avaient mis au courant du plan, il y avait une possibilité qu'il soit trop effrayé pour le réaliser, donc un peu de coercition semblait nécessaire. Mike était resté avec le groupe de gars pendant longtemps avant d'être transféré plus tard dans une prison de sécurité moyenne appelée Three Rivers. Là, il a purgé le reste de sa peine, et heureusement, il n'y avait personne comme Betty Noire pour terroriser les détenus. Pour moi, l'idée d'être utilisé comme appât pour attirer un animal humain est l'un des concepts les plus terrifiants que je puisse imaginer. Mais bien que j'ai entendu dire que l'ignorance est un bonheur, je pense que ne pas savoir que vous êtes l'appât pourrait être encore plus effrayant. Le pire, c'est que les tueurs de Betty ont flotté l'idée de ne commencer leur embuscade qu'une fois qu'il était, disons, occupé avec Mike. De cette façon, ils pourraient s'assurer qu'il serait correctement distrait, mais cela signifiait également condamner Mike à un destin véritablement cauchemardesque. Heureusement pour lui, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas vivre avec ça, pas par décision unanime de toute façon, mais ils en sont arrivés à cette décision de toute façon. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, Mike conduisait pour Uber à Dallas. Il a dit qu'il avait une petite amie et qu'elle avait un fils, et qu'il se sentait de plus en plus comme un père chaque jour. Il a parcouru un long chemin depuis le creusement de tunnels au Mexique et a parcouru un long chemin depuis qu'il a été utilisé comme appât pour un monstre. Je vais être complètement honnête avec toi. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie quand je me suis inscrit à l'université. J'avais toujours été intéressé par le crime et les drames policiers, alors j'avais l'impression que je finirais par faire quelque chose en rapport avec la justice pénale. Je ne savais tout simplement pas exactement ce que ce serait. Ma mère rêvait que je devienne avocat ici au Royaume-Uni, mais je ne pensais pas avoir l'intelligence nécessaire pour ce genre de choses. Rien de trop morbide ne m'attirait non plus, ce qui me mettait en désaccord avec presque tous les autres dans mon cours. La plupart d'entre eux voulaient entrer dans la médecine légale ou dans le C, qui est l'endroit où l'on devient détective en homicide, où on rejoint les squads anti-drogue. Pour ma part, je sentais que je voulais faire quelque chose d'un peu plus analytique, quelque chose d'impactant mais plus en coulisses. Je sais que cela me fait passer pour un petit idiot pointilleux et je ne te blâmerai pas de le penser. Cependant, si je peux faire une petite correction,
Je pense que j'étais plutôt un petit idiot indécis. Mais quelques années d'études m'ont aidé à y voir plus clair. Plus j'étudiais, plus je me rapprochais d'une sorte d'épiphanie. Statistiquement, seule une petite partie de la population commet des délits, généralement moins de 10% de la population totale du pays. Ensuite, pour certains délits, cette statistique est encore plus petite. Par exemple, pour le volume à l'étalage, seulement environ 0,2% de la population britannique représente tous les incidents de volume à l'étalage. Cela représente seulement environ 100 000 personnes sur une population de presque 70 millions. Mon point est qu'il semblait que la meilleure façon de réduire certains types de délits était de se concentrer sur la prévention de la récidive plutôt que d'imposer des peines plus sévères pour ladite récidive, ceux qui entraîneraient inévitablement une personne à sombrer davantage dans la criminalité. Une fois que je me suis décidé à cela, mon chemin professionnel, qui avait toujours été insaisissable, s'est éclairé devant moi et j'ai fait mon premier pas vers le métier d'agent de probation. J'ai fait du bénévolat à l'organisation Prison Advice and Care Trust lorsque j'étais en 3e année, une organisation qui fournit des services de soutien aux détenus récemment libérés. Honnêtement, je l'ai fait juste pour avoir une idée de ce que serait de travailler avec des ex-détenus, car j'avais encore quelques doutes persistants sur ma capacité à être bon dans ce domaine. Mais quand est venu le moment de postuler pour le programme de formation des agents de probation, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, le ministère de la Justice m'a pratiquement sauté dessus à cause de cette expérience préalable. J'ai passé 6 mois à assister à une unité de développement de l'apprentissage où j'ai appris les ficelles du métier. Puis, après une série de tests rigoureux basés sur ordinateur, j'ai été approuvé en tant qu'agent du service des prisons et de la probation de Sa Majesté. C'était un peu surréaliste au début, surtout quand je l'ai dit à tous mes amis de chez moi. Ils ne pouvaient pas m'imaginer traiter quotidiennement avec des criminels endurcis et, honnêtement, moi non plus. J'ai suivi une tonne de formations sur la gestion des conflits et la désescalade à l'unité de développement et c'était une excellente formation dont j'ai beaucoup appris. Mais j'ai aussi entendu quelques histoires d'horreur qui ont servi d'exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans une situation tendue avec un client. Et c'est le mot qu'on nous a appris à utiliser. Client. Certains pensent que c'est un terme bien meilleur que probationnaire ou ex-détenu, car c'est une terminologie beaucoup plus douce et porteuse d'espoir. Mais cela ne m'a jamais bien convenu. Client donne l'impression que nous leur rendons service alors qu'en réalité, je crois que le fait qu'ils se redressent est le plus grand service qu'ils peuvent nous rendre. Quoi qu'il en soit, mes premiers CA ont été extrêmement difficiles, mais après cela, j'ai commencé à prendre le coup. J'ai traité avec beaucoup de gars qui avaient été attrapés dans une petite bagarre de rue un samedi soir d'ivresse. Ce n'étaient pas des criminels endurcis et la dernière chose qu'ils voulaient était de retourner en prison. Donc leur trouver un emploi et les faire adhérer aux routines que nous avions établies était facile. Ensuite, il y avait les personnes qui étaient en prison pour trafic de drogue. Certains qui y étaient depuis plus longtemps semblèrent parfois vraiment vouloir sortir du jeu, mais ceux qui avaient été condamnés à 3 ou 4 mois pour vente de cannabis, vous saviez qu'ils recommenceraient à trafiquer quoi que vous disiez ou fassiez pour eux. J'ai eu ce gars qui disait qu'il s'était inscrit pour faire des livraisons à vélo pour Uber Eats. Je l'ai personnellement vu rouler dans toute la ville à 2 reprises différentes. Je n'avais littéralement jamais vu quelqu'un aussi enthousiaste à l'idée de retourner au travail. Mais ensuite, lorsque j'ai vérifié auprès de Uber Eats et leur ai donné la fausse identification de coursier qu'il m'avait donnée, j'ai découvert qu'il avait dû faire un total de 2 ou 3 livraisons avant de commencer à utiliser son grand sac de livraison vert comme couverture pour recommencer à trafiquer. En grande partie, c'était le plus excitant qu'il y avait. Des clients essayant de vous contourner, ayant à traquer où ils sont et ce qu'ils font. Mais j'ai rapidement préféré ce type de travail plus banal, car l'alternative était bien pire. De temps en temps, on me confiait l'un des 2 types de cas, un délinquant sexuel ou un meurtrier. Il y avait des exceptions ici et là, mais quand vous êtes près de quelqu'un qui a ôté une vie, c'est comme s'il y avait une lourdeur dans la pièce. Je ne parle pas de personnes condamnées pour des choses comme l'homicide involontaire ou la mort par conduite dangereuse, qui sont souvent plus tourmentées par les personnes dont elles ont ôté la vie jusqu'à la fin de leur jour. Je parle de meurtriers, des personnes condamnées pour avoir tué de sang-froid, pour de l'argent ou simplement pour le plaisir tordu de le faire. 1 ou 2 d'entre eux, je n'aurais jamais deviné qu'ils étaient des meurtriers sans avoir vu leur dossier, et je pense que ceux-là étaient les plus inquiétants de tous, parce que vous pouviez comprendre pourquoi quelqu'un pourrait leur faire suffisamment confiance pour se mettre dans une position vulnérable. Mais le client le plus inquiétant que j'ai eu jusqu'à présent était un délinquant sexuel. Maintenant, ne te méprends pas,
Ce sont tous des gens terrifiants à leur manière, mais ils sont particulièrement terrifiants si le délit a quelque chose à voir avec des enfants. Évidemment, je ne traitais pas avec des tueurs d'enfants ni avec des prédateurs dangereux d'enfants parce qu'ils ont tendance à recevoir des peines de prison à perpétuité et, par conséquent, n'ont pas de probation. Mais certains des clients avec lesquels j'ai traité qui avaient été en prison pour ces délits étaient aussi malades, aussi prédateurs et aussi inquiétants que ceux qui avaient tué. Ils n'ont tout simplement jamais franchi cette ligne et ôté une vie. Je travaillais depuis environ 2 ans et demi dans ma carrière lorsque mon chef s'est approché de mon bureau avec une charge de CAS pour que je travaille dessus. Une charge de CAS contient de quelques CAS à 2 douzaines d'entre eux, parfois même plus. En général, vous pouvez compter sur le fait qu'une charge de CAS plus importante inclut de nombreux clients de faible priorité, c'est-à-dire ceux qui sont libérés après avoir purgé des peines pour des délits relativement mineurs. Vous pourriez avoir un CAS de conduite en état d'ivresse, peut-être quelqu'un qui a commis un parjure, ce qui arrive beaucoup plus souvent que vous ne le pensez, et tout. Ce que vous aviez à faire était de les visiter de temps en temps, prendre une tasse de thé, et ils respecteraient toujours leurs objectifs post-libération. Ce serait une charge de CA qui prend beaucoup de temps, mais généralement pas stressante. Les charges stressantes apparaissaient lorsqu'une charge de CA n'avait que 3 ou 4 dossiers, et si elle était si petite, vous saviez à quoi vous attendre, meurtrier ou délinquant sexuel. Et cette charge de CA n'était pas différente. Il y avait 4 CA, un meurtrier, un deuxième meurtrier, un troisième meurtrier et un délinquant sexuel. Comme d'habitude, mon cœur s'est enfoncé quand j'ai vu les mots sur ce 4e dossier. Comme je l'ai dit, traiter avec ce type de personnes était toujours une expérience désagréable, mais lorsque le délit est lié à l'abus ou à l'exploitation d'enfants, c'est doublement effrayant. Avec certains clients, il est utile d'être émotionnel car lorsqu'ils voient que vous vous souciez vraiment d'eux, qu'ils ne sont pas juste un numéro ou une statistique pour vous, ils commencent eux aussi à se soucier. Mais chaque fois que j'entrais dans une pièce avec un délinquant sexuel condamné, je devais laisser mes émotions à la porte. Ce n'est pas exactement un acte inconscient. Dans le passé, j'ai dû faire semblant activement que la personne en face de moi n'était pas différente de n'importe quel autre client. Je ne faisais pas référence à ce qu'ils avaient fait, je me concentrais complètement sur leur avenir et je gardais ce pourquoi ils avaient été condamnés hors de mon esprit. Parce que si même pendant une petite seconde, vous vous rappelez qu'ils ont agressé un enfant, vous ne pouvez tout simplement pas faire votre travail. Et c'est ce processus de déconnexion de mes émotions que j'ai trouvé en répétant un matin lors de ma première visite au délinquant qui m'avait été assigné. Maintenant, je serais renvoyé si j'utilisais le vrai nom de ce type. Alors je vais l'appeler Jimmy parce que, aussi répugnant soit-il, ce type avait une étrange ressemblance avec Jimmy Savile. Il n'avait ni les cheveux, ni les chaînes, ni le survêtement, rien de tout cela. Mais il avait cette attitude de « soyons amis », avec cet air d'arrogance, comme s'il avait oublié d'où il venait et pourquoi. Il avait environ 50 ans et paraissait relativement inoffensif à première vue, mais une fois que vous saviez de quoi il avait été condamné, vous vous rendiez compte à quel point il était vraiment dangereux. Quand il avait une vingtaine d'années, Jimmy travaillait pour une entreprise de peinture et de décoration et conduisait une petite camionnette à 3 roues d'un travail à l'autre. Un jour, il voit une fillette de 11 ans jouant dans la rue avec ses amis après l'école. Il l'appelle et commence à lui proposer de lui apprendre à fumer. Quelque chose de sauvage à faire de nos jours, mais c'était les années 70 à l'époque, donc c'était une époque très différente. Quoi qu'il en soit, la fille dit oui à l'offre d'apprendre à fumer parce que, encore une fois, c'était une époque différente, mais elle a peur que sa mère la voie. Jimmy la fait alors monter dans sa camionnette et l'emmène dans un endroit isolé. Mais ensuite, il n'essaie pas de lui apprendre à fumer. À la place, il essaie de lui apprendre à faire autre chose. Quand la fille a refusé, Jimmy l'a attachée, l'a battue jusqu'à ce qu'elle soit noire et bleue, puis l'a jetée hors de sa camionnette et est partie. La fillette a marché 3 kilomètres jusqu'à la ville, encore avec les liens aux poignets, et est allée directement au poste de police le plus proche pour déposer un rapport. Jimmy a été condamné sur la base du témoignage de la fille, de ses amis et d'un passant qui avait dit avoir entendu une fille pleurer dans la camionnette stationnée, mais n'y avait pas pensé jusqu'à ce que la police fasse un appel à témoins. Cela, avec un trésor d'images indécentes trouvées dans son appartement, a valu à Jimmy presque 50 ans de prison pour chaque délit séparé, et il est sorti après 35 ans. Ma première rencontre avec lui s'est déroulée comme n'importe quelle autre, une introduction de base à moi-même et au programme de probation, puis un aperçu approximatif de ce qui serait attendu de lui dans les mois à venir.
Évidemment, les clients ont parfois des restrictions pour aller à certains endroits et dans le cas de Jimmy, il lui était interdit d'être dans tout endroit où il y avait des enfants. Mais ensuite, le service de probation prend très au sérieux une approche de mains occupées ou de mains heureuses pour la réhabilitation. Et la façon d'éviter qu'une personne ne soit tentée d'aller dans certains endroits est de s'assurer qu'elle a des passe-temps. Je sais que cela semble ridicule de donner à ce type un puzzle et il arrêtera de vouloir toucher des enfants. Mais ils ont fait des études à ce sujet. Et si vous gardez ces personnes occupées, si vous pouvez les fatiguer mentalement ou physiquement, le risque de récidive à court et à long terme diminue de 50%, ce qui dans notre travail est un nombre significatif. Donc lors de la première visite, quand il s'agissait de couvrir brièvement tout le sujet des passe-temps, Jimmy a mentionné qu'il avait commencé à dessiner en prison et qu'il avait continué à le faire après sa libération, car cela maintenait son esprit en ordre, comme il disait. Alors je lui ai demandé s'il avait des dessins à me montrer et il a dit oui. Beaucoup de clients prétendent avoir un passe-temps ou avoir commencé à courir ou n'importe quelle quantité de choses. Mais quand vous leur demandez à ce sujet, ils n'ont toujours pas acheté les chaussures ou ne se sont toujours pas inscrits à XYZ parce qu'ils ont été tellement occupés après leur libération. Mais ensuite, Jimmy s'est levé, a marché jusqu'à la petite table basse de son salon et est revenu avec un carnet de croquis des choses sur lesquelles il travaillait. Il a ouvert le carnet et j'ai été immédiatement surpris par la qualité incroyable de ses dessins. Il y avait tous ses chevaux, dessinés de manière impressionnante aussi, dans toutes sortes de poses différentes. J'ai demandé à Jimmy s'il aimait les chevaux et il m'a répondu que pas vraiment, que c'était simplement les choses les plus difficiles à dessiner. Dessine un cheval et tu pourras dessiner un humain sans problème, a-t-il mentionné. Il a mentionné quelques autres choses sur la forme et la courbure, mais à ce moment-là, je n'écoutais pas vraiment. J'étais complètement émerveillé par la qualité de ses dessins, mais ensuite, considérant qu'il avait pratiqué pendant près de 2 décennies, il était exactement aussi bon qu'il aurait dû l'être. Néanmoins, j'étais très impressionné, et s'il avait déjà un passe-temps, cela facilitait beaucoup mon travail, car je pouvais utiliser le dessin comme preuve de ses activités extracurriculaires. Cela m'a également donné une grande tranquillité d'esprit, car les délinquants ont un taux de récidive qui tourne autour de 15%, selon les études que vous lisez, et cela reste toujours en arrière-plan de votre esprit quand vous traitez avec eux. Ce pourraient être vos actions ou vos observations qui les renvoient en prison avant qu'ils aient la chance de récidiver. Mais, évidemment, cela représente une énorme quantité de pression. Si un voleur récidive et que la compagnie de Gene Gordon perd 10 livres, c'est une chose, mais si un enfant est touché ou si le délinquant récidive et que la victime en souffre pendant des années, voire pour le reste de sa vie, c'en est une autre. J'ai gardé un œil attentif sur Jimmy et bien que je ne dirai pas où, j'ai réussi à le faire revenir au travail. Tout semblait bien aller et pendant un moment, j'étais à moitié convaincu qu'il voulait vraiment mener une vie droite et étroite. Mais en même temps, il y avait d'autres choses qui me faisaient soupçonner qu'il n'avait pas complètement changé. Il semblait faire trop d'efforts pour me convaincre qu'il était prêt à mener une vie normale. Et puis, chaque fois que quelque chose dans nos discussions n'allait pas dans son sens, c'était comme si sa fausse attitude joyeuse tombait pendant une seconde et vous voyiez le vrai Jimmy en dessous. C'était cette duplicité qui m'a fait vouloir garder un œil plus attentif sur lui et dans des situations comme celle-ci, le diable peut littéralement se trouver dans les détails. Par exemple, la maison de réhabilitation dans laquelle nous avions placé Jimmy était dans ce grand bâtiment de style géorgien et chacune des chambres avait ses fenêtres du sol au plafond. Cela signifiait qu'en entrant pour avoir une conversation avec lui, je pouvais vraiment voir l'intérieur du salon du petit appartement de Jimmy avant d'atteindre la porte d'entrée. Et puis, un jour, alors que je me dirigeais vers lui, je l'ai vu à travers la fenêtre en train de faire un autre de ses dessins. Mais ensuite, au lieu d'un livre avec une couverture grise comme celui qu'il m'avait montré lors de la première visite, je pouvais voir clairement que le livre dans lequel il dessinait avait une sorte de couverture rose. Je pense que si cela avait été de n'importe quelle autre couleur, je l'aurais peut-être ignoré, mais le ton distinctif a juste attiré mon attention. Une fois à l'intérieur, c'était une affaire habituelle sans émotion. Mais ensuite, juste au moment où je partais, je lui ai demandé « Tu as changé de carnet de croquis, hein ?» Mais au lieu de me montrer son dernier travail, il m'a donné ce regard confus et m'a ensuite dit « Non, je travaille toujours sur le même. » Je lui ai dit que j'étais assez sûr de l'avoir vu dessiner dans un carnet de croquis rose en entrant, mais avec la même expression perplexe, Jimmy a affirmé n'avoir aucune idée de ceux dont je parlais. Je savais qu'il dessinait dans un carnet de croquis de couleurs différentes.
Il n'y avait aucun moyen que je me sois trompé. Alors je lui ai rappelé que cacher des choses ou participer à tout type de duplicité, en aucun cas, était un très mauvais signe pour quelqu'un dans sa position. Il a repris cette attitude de « soyons amis » et m'a ensuite invité à fouiller l'appartement à la recherche de tout signe de ce carnet rose inexistant. Je n'ai pas pris son bluff, pas tout de suite. S'il était suffisamment sûr pour m'inviter à fouiller son appartement, alors il avait probablement une cachette très efficace. Et bien que je n'ai aucune idée de ce qu'il contenait, je savais à ce moment-là que je devais le trouver. Comme je l'ai dit avant, si un client montre tout type de comportement trompeur, cela peut en dire long. Dans le cas de ce livreur d'Uber Eats qui trafiquait du cannabis, les conséquences peuvent être minimes. Mais dans le cas de quelqu'un comme Jimmy, l'incompétence de la part d'un agent de probation peut signifier un désastre pour un membre innocent du public. Le seul problème était que je ne pouvais pas lancer des accusations à droite et à gauche. Disons que je vais voir mes chefs et leur dis « Je soupçonne qu'un client fait quelque chose de trompeur, donc j'ai besoin que des agents fouillent son appartement pour trouver un carnet dont je ne suis même pas sûr qu'il soit encore là. Si ensuite la police ne trouvait pas le livre, je pourrais perdre mon emploi. Je ne dis pas que je veux vivre dans un monde où les prisonniers et les ex-prisonniers n'ont pas de droit et se voient refuser la chance de redresser leur vie. Je respecte le fait que j'avais besoin de preuves pour étayer mes soupçons, mais parfois, combler l'écart entre le soupçon et l'accusation peut être très frustrant, surtout quand il s'agit de quelqu'un d'aussi astucieusement trompeur que Jimmy. Il m'a fallu environ 6 ou 7 semaines avant de pouvoir le surprendre à dessiner dans ce petit livre rose à nouveau. J'étais dans ma voiture avec des jumelles à la main, ce qui, en passant, était la seule fois où je me suis vraiment senti comme le détective de roman que j'avais toujours rêvé d'être et lu quand j'étais enfant. Ensuite, une fois que j'étais satisfait qu'il utilisait son petit livre rose, je l'ai appelé rapidement sur mon portable tout en continuant de l'observer. En fait, Jimmy a sursauté en entendant son téléphone sonner, et quand il a répondu, je l'ai vu faire cette transformation de loup-garou à l'envers, passant de l'air effrayé et de mauvaise humeur à me saluer comme un ami perdu depuis longtemps. Je lui ai dit que j'avais été un véritable idiot et que j'avais confondu mon agenda, réservant 2 réunions pour le même jour. J'ai continué en disant, de la manière la plus aimable possible, si je pouvais passer le voir, peut-être dans les 5 prochaines minutes ou ainsi, parce que j'étais juste au coin de la rue. Jimmy a dit « Bien sûr, pas de problème », puis nous avons terminé l'appel. Je l'ai ensuite vu fermer le livre rose, le lever et marcher vers un coin de son appartement avant de se baisser. La prochaine fois que je l'ai vu, il n'avait pas le livre rose à la main. Où qu'il cachait le livre, c'était dans ce coin particulier où il venait de courir avant d'apparaître les mains vides. Il était logique qu'il ne puisse pas cacher le livre dans sa salle de bain, car l'humidité ruinerait probablement les pages ou quelque chose comme ça, donc il devait être dans son salon quelque part et il devait être assez bas. La prochaine fois que Jimmy était au travail, j'ai demandé l'aide de 2 agents de soutien communautaire pour fouiller son appartement, leur indiquant de prêter une attention particulière à ce coin particulier de la pièce. Environ 10 minutes plus tard, après avoir soulevé une section lâche du tapis, un des agents de soutien m'a appelé pour que je vienne voir un trou dans les planches du plancher et m'a demandé « C'est ça que tu cherchais ?» C'était le petit livre rose. D'une certaine manière, j'étais vraiment excité de voir ce qu'il contenait. Beaucoup de criminels essaient de rétablir des connexions lorsqu'ils sortent de prison, donc il y avait une petite chance qu'il y ait des détails sur d'autres prédateurs actifs dans ce livre, ce qui me vaudrait une énorme reconnaissance si je le remettais à mes chefs. Mais, pour être honnête, rien n'aurait pu me préparer à ce qu'il y avait dans ce livre. Environ un tiers de celui-ci était rempli de dessins incroyablement détaillés d'enfants en âge scolaire, tous attachés et bâillonnés par divers moyens et dans diverses positions. Tout comme les chevaux que Jimmy dessinait, les images des enfants étaient étonnamment détaillées et réalistes. Leurs petits visages étaient tordus par la douleur ou la peur, ou regardaient leur créateur avec de grands yeux effrayés. Mais contrairement aux dessins de chevaux, qui étaient si étonnamment impressionnants qu'ils frôlaient presque l'inspiration, ces dessins me faisaient me sentir malade jusqu'à l'estomac. C'était comme si je tenais une pièce de matériel radioactif, ou quelque chose du genre. Maintenant, je sais que cela peut sembler un peu mélodramatique pour certaines personnes, mais c'est ainsi que cela se sentait pour moi. C'était comme si je pouvais sentir toute cette malveillance simplement irradier du livre. Je voulais le sceller, le brûler et enterrer ses cendres sous 6 mètres de terre.
Quiconque avait fait ces dessins était une personne très, très malade, et l'idée d'avoir partagé des tasses de thé avec lui me donnait envie de me doucher avec de l'eau chaude et de l'eau de Javel. Je n'ai pu bien voir que 2 ou 3 des dessins avant de fermer brusquement le livre. Mon cœur battait à tout rompre alors que je demandais aux agents de soutien de rester un moment. J'ai ensuite appelé mon chef pour l'informer de ce que nous avions trouvé. Voir ces dessins a probablement été l'un des moments les plus sombres de toute ma vie. Mais ensuite, savoir que j'avais sécurisé mes preuves a été l'un des meilleurs moments, et cela est venu avec une poussée d'adrénaline correspondante. En moins d'1 heure, des agents en uniforme ont été envoyés sur le lieu de travail de Jimmy et il a été arrêté. Il a ensuite été transporté immédiatement de retour en prison pour attendre la décision de la commission de probation. Une fois qu'il a été déterminé qu'il avait violé sa libération conditionnelle, la commission a annoncé qu'il resterait en prison pour les 15 années restantes de sa peine, et c'est ainsi, Dieu merci, que ma relation de travail avec Jimmy a pris fin. De retour à la division 45, comme nous appelions le siège, tout le monde me félicitait. J'étais le favori du bureau pendant environ 2 semaines après, parce qu'ils sentaient que nous avions réalisé quelque chose de vraiment significatif. Tout le monde, y compris la commission de probation, sentait que Jimmy était presque certainement sur le point de récidiver, et si nous avions tous été trompés et qu'il avait été autorisé à retourner dans la société, il aurait pu causer des dommages incalculables à un nombre quelconque d'enfants, y compris ceux des personnes avec lesquelles nous travaillions. Je pense que c'est pourquoi le résultat a été si bien accueilli. J'avais désamorcé une bombe à retardement qui aurait pu exploser au visage de presque n'importe qui. D'une certaine manière, cela revient à la raison pour laquelle j'ai rejoint le service de probation en premier lieu. J'avais trouvé dans quoi j'étais bon. Et dans ce dans quoi j'étais bon, je faisais une différence.